Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et bienvenue dans le 3e épisode de mon podcast qui est, comme vous l'avez deviné, le dernier épisode des 3 épisodes introductifs du podcast Mariage engagé. Donc si vous avez écouté les 3 premiers épisodes d'un coup, eh bien déjà bravo et puis merci beaucoup de votre soutien et de votre temps, ça me fait super plaisir. Et même si vous avez pris votre temps pour les écouter, franchement, merci quand même, puisque chaque écoute, chaque action compte. Et c'est ce qui va me permettre petit à petit de plus apprendre à faire connaître mon podcast et faire en sorte que mon message, mes conseils puissent toucher le plus de personnes possible. Donc franchement, un grand merci déjà à tous. On continue donc sur notre lancée avec un 3e épisode qui sera encore une fois dédié à quelque chose qu'on aborde au début des préparatifs. Et j'ai choisi ce sujet puisque il me semble que c'était pas un sujet qui est énormément discuté. Enfin, je n'ai pas énormément vu beaucoup d'articles de blog, de podcasts, etc., sur ce sujet. Et pour moi, c'était important d'en dédier un épisode puisque je pense que c'est quand même quelques conseils, pas techniquement d'organisation, mais qui peuvent tout de même vous aider déjà à mieux vous être organisé de votre côté. Et ce sujet, c'est donc qui fait quoi dans l'organisation de mariage. Je pense que vous le savez maintenant, il y a énormément de choses à organiser pour un mariage. Et c'est vrai que parfois ce n'est pas évident de toujours bien répartir les tâches, de se dire mais qui fait quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux déléguer, etc. Donc pour moi c'est aussi important d'y revenir et de vous donner quelques conseils pour surtout vous éviter la surcharge, que ce soit physique ou mentale, que vous n'ayez pas tout à faire toute seule et que vous puissiez trouver le bon moyen d'inclure d'autres personnes dans vos préparatifs de mariage, encore une fois, si vous le souhaitez. J'ai choisi de structurer l'épisode de la manière suivante. Donc tout d'abord, je vais vous faire part de quelques observations générales concernant vos préparatifs de mariage en eux-mêmes. Puis je vais vous donner pour moi les postes, les tâches pour lesquelles vous pouvez être à 2, donc vous et votre conjoint pour les faire, celles qu'au contraire vous pouvez faire séparément, et une dernière partie où vraiment je vais me focaliser sur le fait de déléguer, déléguer quelques parties d'organisation du mariage et comment vous pouvez faire pour choisir les parties que vous souhaitez déléguer ou non. On commence tout de suite avec les quelques observations, les quelques points sur lesquels je voulais revenir et qui pour moi me paraissent essentiels dans le cadre de l'organisation de votre mariage. Déjà, le premier point, c'est que quelle que soit la situation, vous et votre fiancé devez toujours avoir le dernier mot, puisque c'est votre mariage, c'est vous qui allez vous marier, c'est vous qui allez passer le plus de temps à préparer, à organiser, à tout finaliser dans les moindres détails. Et donc pour moi ça me semble logique de dire que personne ne devrait prendre de décision à votre place. Bon, évidemment on peut vous donner des conseils si vous le souhaitez, vous pouvez solliciter l'avis d'autres personnes ou d'autres personnes peuvent venir spontanément vous donner leur avis, mais vous n'êtes pas obligé de suivre leurs avis, leurs opinions, leurs conseils si ce n'est pas ce que vous souhaitez vous. Voilà, donc soyez ouverts aux suggestions, mais restez tout de même les seules personnes à prendre des décisions pour votre mariage, c'est très important. Le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que dans tous les cas, faites bien attention à intégrer votre conjoint dans les préparatifs et ce dès le départ, puisque c'est possible que au départ votre conjoint se sente un peu désintéressé, qu'il trouve que vous anticipez trop, que vous avez le temps. En général, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de certains témoignages de futurs mariés qui disent que peut-être elles sont
plus investis dans l'organisation du mariage au début des préparatifs que leur fiancé. Mais dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est lui montrer que ce n'est pas le cas. Donc certes, pour lui, vous avez le temps, mais que dans le monde du mariage, la réalité est un peu différente. Donc montrez-lui des arguments, notamment au niveau des délais pour la réservation de prestataires. Je pense notamment à la salle de réception ou le traiteur, puisque ce sont des postes très demandés et c'est mieux de s'y mettre très en avance. Et que justement, si vous souhaitez prendre de l'avance, c'est que vu que vous n'avez pas que votre mariage à organiser, ça vous permet d'anticiper, ça vous permet de vous dégager du temps et donc d'être plus tranquille, puisque vous savez que vous en êtes à tel point que vous avez déjà fait une grosse partie, et donc ça, vous n'avez plus à y toucher. Comme l'une de mes professeurs en BTS aimait le dire, ce qui n'est fait n'est plus à faire. Et ça, pour moi, c'est un argument qui est très très important à mentionner. Et enfin, dernière petite observation, c'est que pour moi, c'est très important que la charge de travail doit être équivalente, que ce soit entre vous, votre fiancé ou les différentes personnes qui vous aident à organiser votre mariage. Bon, évidemment, c'est quand même mieux que ce soit vous et votre fiancé qui vous occupiez de la majeure partie du travail, surtout si vous faites appel à des invités, à vos témoins, etc., etc. Mais il faut savoir bien doser, c'est-à-dire que si vous en faites trop de votre côté, vous allez risquer d'être épuisé, d'être démotivé et même de ne plus avoir envie d'organiser votre mariage. Donc évidemment, il est possible de déléguer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est ce que nous verrons plus tard. Mais voilà, si vous deviez retenir quelque chose, c'est que c'est bien important de doser, de bien savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, connaître vos limites et aussi savoir dire stop si jamais vous sentez que vous allez exploser. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et c'est-à-dire que je vais aborder ce qui, selon moi, sont les décisions que vous pouvez prendre à deux avec votre conjoint dans le cadre de l'organisation de votre mariage. Alors, un truc que je n'ai pas dit lors de l'introduction, c'est que, bon, c'est une liste qui est un peu exhaustive, c'est-à-dire que c'est possible qu'il n'y ait pas tous les éléments de votre mariage qui soient représentés dans ce podcast, dans la liste que je vais vous faire. Et donc, si jamais dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a des éléments dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez bien avoir mon avis sur la question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sur votre plateforme d'écoute si elle le permet. Ou alors, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir. Et je précise encore une fois que ceci n'est que mon avis, cela n'engage que moi. Vous pouvez très bien choisir de suivre mes conseils, au contraire de ne pas les suivre, c'est comme vous voulez. Quels sont pour moi les décisions que vous pouvez prendre à deux dans le cadre de votre mariage, sur lesquelles pour moi il est tout de même important d'avoir l'avis de votre conjoint ou de votre conjointe. D'abord, il y a pour moi tout ce qui est les grandes décisions, comme nous l'avons abordé dans l'épisode 2, donc je vous remets le lien dans la description si vous souhaitez le réécouter. Donc ça va être tout ce qui va être le choix de la date, le choix du secteur où vous allez vous marier, le choix du thème, le choix des prestataires, le choix du budget, du rétro-planning, de la liste d'invités, etc. etc. Vu que pour moi, comme je vous l'ai expliqué dans le précédent épisode, c'est pour moi tout ce qui a constitué la base, il faut que ce soit des fondations solides. C'est quand même mieux de prendre des décisions à deux pour quand même avoir plus de chances que le résultat final reflète vos deux personnalités, plutôt qu'il n'y en ait qu'une qui prenne le dessus sur le deuxième, puisque c'est la personne qui aura le plus participé au préparatif, à la décision, et que l'autre personne soit n'aura pas eu envie de donner son avis, ou alors n'a pas été sollicité par l'autre personne. Donc dans tous les cas, je trouve que c'est quand même important de solliciter l'avis de votre conjoint. Voilà, va vraiment être sûr qu'il se penche dessus, qu'il ou elle d'ailleurs, n'excluons personne, y accorde quand même suffisamment d'importance pour que le résultat final reflète bien ce que je disais, vos deux personnalités, vos deux vies, que ce soit vraiment votre mariage à tous les deux. Pour moi, il y a aussi tout ce qui va être l'administratif, donc notamment le dossier de la mairie. Pour moi, c'est tout de même mieux si vous le remplissez à deux. Donc même si je pense qu'évidemment vous n'allez quand même pas être deux à remplir sur le dossier en même temps, là vous pouvez vous partager les tâches. Donc par exemple, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de pièces à fournir dans le cadre de votre dossier de mariage, vous pouvez vous répartir. Par exemple, chaque personne récupère les pièces qui lui sont attribuées, enfin entre guillemets, dont il aura besoin pour le dossier. Une personne peut remplir ses informations, une autre ses informations, etc., etc. Mais dans tous les cas, tout ce qui est administratif, donc si jamais vous faites un contrat de mariage ou ce genre de choses, je trouve que c'est tout de même important de vous y pencher dessus à deux. Dans la mesure du possible, je vous conseille aussi de faire tous vos rendez-vous prestataires, donc que ce soit la salle, le traiteur, etc. À deux. Cela revient à ce que je disais un peu plus tôt, toutes les décisions importantes doivent être prises ensemble. Et puisque vos prestataires vont vous organiser le plus gros de votre mariage, donc soit le repas, la location de la salle en elle-même, la cérémonie, etc., etc., c'est de grosses décisions qui sont à prendre. Donc c'est pour ça que je vous conseille que vous soyez au moins tous les deux, que vous puissiez
voir enfin ce que le prestataire a à vous proposer pour que vous puissiez vraiment prendre les décisions à deux. Alors, désolée d'avance, je vais beaucoup répéter à deux dans cet épisode de podcast. Et pour une fois encore, comme je vous disais, être sûr que le résultat final reflète bien ce que vous souhaitiez tous les deux et pas uniquement qu'une personne se sente bien parce que c'est elle qui a pris toutes les décisions et que l'autre personne se sente un peu lésée parce qu'elle n'aura pas eu une trop grande place dans les préparatifs. Mais si jamais ce n'est pas possible, si jamais vous ne pouvez pas faire tous les rendez-vous à deux, ce que vous pouvez faire, c'est que la personne qui y va s'occuper de transmettre les questions et les demandes de la personne qui est absente et pour ensuite avoir les réponses. Et comme ça, quand vous rentrez chez vous, que vous voyez votre conjoint ou votre conjointe, vous lui faites un peu un compte rendu de ce que vous vous êtes dit. Et si jamais vous devez prendre des décisions et les renvoyer au prestataire, vous pouvez, à l'aide de ce que vous vous êtes dit, les prendre ensemble. Je parlais de prestataire, donc évidemment, il y a toutes les décisions qui s'y attachent, comme le repas, le choix de la salle, le choix des fleurs. Il y a aussi les animations que vous souhaitez à votre mariage. Est-ce que vous souhaitez telle animation, une autre? Bon, après, évidemment, si vous souhaitez faire une surprise à votre moitié, c'est sûr que c'est mieux de ne pas lui en parler et de voir directement avec les personnes concernées pour la petite surprise, mais ça peut aussi être la playlist pour le DJ, les boutonnières, les fleurs que vous allez avoir pour le cortège, les fleurs de la salle. Est-ce que vous allez choisir les mêmes fleurs? Est-ce que vous allez choisir des fleurs différentes? Cela peut être aussi tout ce qui va être le style de la papeterie, la décoration en tant que telle, quels sont les différents éléments que vous allez mettre, où est-ce que vous allez les mettre, est-ce que vous allez les acheter, les louer, les faire vous-même. Les cadeaux d'invités aussi, c'est pour moi aussi un autre élément qui mériterait de s'y pencher dessus à deux. Donc sur tous ces éléments, ce que vous pouvez faire, c'est que chacun par exemple peut venir avec ses propres idées, vous faites un petit brainstorming et vous votez, on va dire, pour les idées qui vous plaisent le plus, vous vous renseignez pour voir si ça peut se faire, si c'est réalisable avec vos envies et votre budget, et vous vous fixez en fonction de ce qui vous convient le mieux à tous les deux. Et enfin, dernier point, mais non des moindres, je vous ai parlé de la liste d'invités tout à l'heure, mais sachez que le plan de table est un sujet tout aussi important et évidemment tout aussi compliqué. Sinon ce serait pas drôle, bien sûr, puisqu'il y a des personnes que vous allez mieux connaître que votre conjoint, votre conjointe, d'autres personnes qui ou elle va connaître mieux que vous, et donc ce sera la seule personne capable de vous dire si c'est une bonne idée de mettre sa tante à côté de son grand-père, ou d'autres personnes si jamais il y a des conflits, ou au contraire des personnes qui s'entendent hyper bien ensemble. Si vous pensez tous les deux que c'est une bonne idée de mettre des personnes qui ne se connaissent pas ensemble pour briser la glace, ou alors si vous jouez la sûreté et mettez les personnes qui se connaissent autour du même table, etc., etc. Donc puisque c'est un sujet qui est assez compliqué, je pense même que je pourrais dédier un épisode à ce sujet si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je trouve aussi que c'est un sujet qui peut être intéressant de débattre et du coup de décider tous les deux entre futurs mariés. Mais évidemment, il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de faire avec votre conjoint, que vous pouvez faire toute seule, et c'est ce que nous allons aborder tout de suite. En premier, cela peut paraître évident, mais c'est évidemment tout ce qui va être le choix de la tenue, des accessoires, de la coiffure et de votre maquillage pour le jour J, tout simplement puisque de 1, vous êtes la seule personne à mieux savoir ce qui est mieux pour vous, ce qui va vous mettre en valeur, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et je suis sûre que de toute manière, vous avez envie de faire une surprise à votre conjoint pour le jour J, qu'il ne découvre pas votre apparence totale avant le jour de votre mariage. Donc, logiquement, c'est à vous de prendre cette décision toute seule, et de la même manière, votre conjoint sera logiquement le seul à prendre sa décision concernant le costume qu'il va choisir et les accessoires. Un peu relié à cet aspect, il y a aussi le bouquet de la mariée, ou la boutonnière du marié si jamais il veut la choisir lui-même. Puisque là, les choix des fleurs, que ce soit pour le bouquet, la boutonnière, etc., ça va surtout se faire en fonction de votre tenue, de la robe, de la matière, de la couleur, de la coupe, etc. Et normalement, là, votre fleuriste va faire un travail pour vous permettre de choisir les fleurs, celles qui s'accorderont le mieux à votre silhouette, à tout ce que vous avez choisi, pour ressortir à la fois le bouquet et mettre votre tenue en valeur. Donc encore une fois, un sujet à ne pas négliger. Il y a aussi tout ce qui va être les organisations de vos enterrements de vie de garçon, vos enterrements de vie de jeune fille, si vous ne souhaitez pas les faire ensemble. Donc dans ce cas-là, vous allez peut-être mettre vos témoins, vos demoiselles d'honneur sur le coup pour qu'elles puissent vous organiser un enterrement de vie de célibataire mémorable. Et Mathias, justement, on parlait des témoins et des demoiselles d'honneur, mais puisque c'est quelque chose qui vous est individuel, c'est mieux que vous les choisissiez vous-même, effectivement, en fonction des personnes qui vous sont plus proches, les personnes que vous avez envie qu'elles soient votre témoin, votre demoiselle d'honneur, votre garçon d'honneur,
le cortège qui va accompagner la mariée, etc. Puis si vous allez passer la nuit d'avant le mariage dans un endroit différent avec votre conjoint, donc évidemment pour garder cette surprise, comment est-ce que chacun va s'habiller pour le jour J, à réfléchir à comment vous allez vous déplacer pour le jour J, vous, au moins vous déplacer jusqu'à la mairie, mais peut-être vous pouvez réfléchir aussi à deux, donc comment vous allez vous déplacer jusqu'au lieu de réception, au lieu où vous allez prendre les photos, qui va vous amener, comment est-ce que vous allez y aller, à quelle heure il faut que vous partiez en fonction de la durée de vos préparatifs, ce genre de questions un peu logistiques, mais que chacun d'entre vous devrait vous poser pour être sûr d'arriver à l'heure à la cérémonie. C'est quand même un comble d'arriver en retard le jour de son mariage, quoique mon grand-père l'a fait, donc ce n'est pas impossible. Il y a évidemment la question des alliances, donc soit vous les choisissez chacun de votre côté en fonction de ce qui vous plaît le plus, ou alors vous pouvez les choisir ensemble aussi si vous souhaitez qu'elles correspondent. Là encore une fois c'est vous qui décidez, donc soit vous pouvez le faire seul ou soit vous pouvez le faire à deux. Donc là on va rester dans la partie des choses que vous pouvez faire séparément, mais d'un côté un peu plus organisationnel, c'est-à-dire les choses pour lesquelles vous pouvez vous répartir les tâches pour que la charge soit équivalente entre vous et votre futur époux, votre future épouse, et probablement gagner en efficacité et en rapidité. Par exemple on parlait tout à l'heure de la partie administration avec le dossier de mariage, les pièces justificatives, etc., mais vous pouvez appliquer ce concept sur à peu près toutes les grandes étapes de votre mariage. C'est-à-dire que par exemple une personne du couple peut s'occuper de toute la partie trésorerie, c'est-à-dire elle va gérer les paiements des prestataires, donc quand est-ce qu'il faut les payer, comment, et s'occuper de les prévoir et d'anticiper pour que personne ne les oublie. Vous pouvez tout aussi bien vous répartir les tâches, les grandes étapes concernant la recherche des prestataires. Donc peut-être que vous allez faire la recherche de la salle, du traiteur, votre conjoint du DJ, du photographe. Vous allez faire de votre côté, puis vous allez mettre en commun, vous allez réfléchir ensemble. Il y a peut-être une personne qui va s'occuper de rédiger des modèles de mail tout prêts à personnaliser et envoyer à chaque prestataire qui vous tape dans l'œil pour lesquels vous souhaitez avoir plus d'informations et avoir un devis. Et une fois que vous avez toutes les informations, vous posez à deux et prendre des décisions. Donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est un principe que vous pouvez appliquer de partout. Donc pour la décoration, les animations, la musique, etc. Vous pouvez aller chacun de votre côté, noter vos idées, les mettre en commun, vous concerter et choisir la meilleure solution, ce qui vous paraît le mieux pour tous les deux. Je vous conseille également de vous concerter si jamais il y a des éléments individuels que vous souhaitez inclure, que ce soit dans la décoration, si vous souhaitez avoir des prestataires particuliers pour telle ou telle raison. Admettons, là c'est un exemple, mais si vous voulez qu'une boîte à bijoux de votre grand-mère, voilà, je dis vraiment n'importe quoi, vous serve d'urne ou alors de livre d'or ou pour vos invités pour mettre des mots dedans qu'ils auraient écrit sur du papier avant. Donc vous pouvez peut-être parler de cette idée à votre conjoint et voir s'il est d'accord ou pas pour valider cette idée. Et puis évidemment, comme je le disais tout à l'heure, si vous souhaitez faire une surprise à votre moitié pour le jour J, c'est tout de même mieux que vous y réfléchissiez seul plutôt que de lui dire, sans quoi il n'y aurait plus du tout de surprise. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et maintenant, on sort un peu du cadre de tout ce que vous pouvez faire avec vous et votre futur époux. Et on va rentrer sur le territoire de toutes les choses, toutes les tâches que vous pouvez possiblement ou non déléguer. Alors, bien évidemment, vous pouvez demander de l'aide sur toutes les tâches d'organisation de votre mariage. J'irais même jusqu'à dire, ou si vous savez qu'il y a des éléments où vous êtes moins à l'aise que d'autres, si vous connaissez des personnes de votre entourage qui peut-être sauront mieux y faire que vous pouvez leur demander de vous aider sur ce problème en particulier qui vous cause un peu de soucis. C'est avantageux pour vous dans le sens où vous n'aurez pas à vous en préoccuper, vous aurez du temps et de l'énergie pour vous centrer sur des choses que vous aimez faire, sur lesquelles vous êtes à l'aise, et ça vous évite aussi tout ce qui est le stress et potentiellement de prendre du retard puisque vous allez peut-être passer des heures à chercher une solution alors que tout simplement vous pourrez vous pourrez débloquer cette situation avec quelqu'un qui saurait peut-être mieux s'y prendre. Vous pouvez aussi demander à d'autres personnes de vous accompagner, que ce soit aux dégustations, aux tests, aux essayages de robes, etc. Donc surtout pour les essayages de robes, vous pouvez demander à votre mère, vos témoins, votre meilleur ami, etc. de venir avec vous pour peut-être avoir des avis intérieurs, sans pour autant, pour revenir à ce que je disais au début de l'épisode, sans pour autant qu'ils ne prennent la décision à votre place, puisque je le rappelle, vous êtes la seule maître à bord avec votre conjoint. Et si par exemple vous organisez des ateliers DIY pour la décoration ou vos cadeaux d'invités, vous pouvez mettre à contribution d'autres personnes pour aller plus vite, parce que j'imagine que si vous avez 80 petits pots de miel à remplir, c'est tout de même mieux de le faire à 5 que de le faire toute seule. Mais évidemment, c'est un principe qui s'applique à peu près à n'importe quoi, c'est-à-dire
c'est-à-dire que si vous êtes entouré de personnes qui savent le faire, qui ne vont pas vous handicaper, eh bien vous avancerez probablement plus rapidement que si vous étiez tout seul, puisque je le rappelle, mais seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, je pense que c'est un peu l'épisode des dictons aujourd'hui. Mais bon, que voulez-vous, le sujet m'inspire, alors je ne vais certainement pas m'en priver. Un autre élément important, donc vos invités peuvent réserver eux-mêmes leurs hébergements si ils ne veulent pas, ou alors ils ne peuvent plus être hébergés dans la salle de réception. Donc si jamais votre salle de réception comprend des hébergements, vous met à disposition des hébergements pour la nuit de votre mariage, là c'est à vos invités de vous communiquer s'ils souhaitent en profiter ou non, parce que à un moment vous n'êtes pas devin, vous n'allez pas deviner si chaque personne déjà vient à votre mariage, si vous arrivez à avoir la réponse offerte pas, et donc vous ne pouvez pas deviner si oui ou non la personne souhaite bénéficier d'un logement dans la salle de réception, ou alors si elle préfère se débrouiller par elle-même. Mais si jamais vos invités ne connaissent pas trop la région, vous pouvez un petit peu leur mâcher le travail en leur fournissant une liste d'hébergements, situés de préférence pas loin de votre lieu de réception pour qu'ils puissent facilement se déplacer, ou alors vous pouvez les laisser chercher tout simplement. Voilà, c'est vrai que c'est quand même mieux de leur fournir une liste d'hébergements, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez pas envie de le faire, eh bien ne le faites pas tout simplement, vous pouvez très bien les laisser chercher par eux-mêmes et choisir en fonction de ce qui leur convient le plus. Un autre point important, c'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre des personnes à contribution, donc vos connaissances, de la famille, etc., pour assurer quelques postes de prestataires le jour de votre mariage. Alors, je dis que vous pouvez mettre à contribution pour quelques postes, évidemment ça ne signifie pas que vous ferez votre mariage, que vous voudrez faire votre mariage avec uniquement vos amis, votre famille qui assurent des postes de prestataires, puisque il y a certains postes qui sont quand même plus faciles à appréhender que d'autres, et évidemment d'autres qui vont requérir plus de technique, plus d'expérience, plus de méthodes, et qui ne seront pas forcément à la portée de tous. Je pense notamment à l'officiant de cérémonie, qui est un poste qui est très simple et que vous pouvez largement confier à un de vos proches qui va officier votre cérémonie laïque si vous le souhaitez. Alors évidemment, ce ne sera peut-être pas aussi parfait, aussi professionnel que ce qu'un vrai pro du métier aurait pu faire, mais sur internet il y a énormément de ressources qui soient gratuites ou peu chères pour vous aider vos proches à organiser une cérémonie laïque qui soit adaptée à vous, qui reflète votre image, votre personnalité. Enfin, je pense notamment que vous trouvez facilement en recherchant sur Google ou sur Pinterest. Si vous tapez cérémonie laïque, vous avez énormément de suggestions de chansons, de discours, de rituels que vous pouvez faire. Donc c'est une base assez intéressante pour vous permettre d'organiser votre cérémonie laïque vous-même sans faire appel à un officiant professionnel. Mais ce n'est pas le cas de tous les postes. Donc même si ça peut paraître simple à première vue, je peux vous garantir qu'en particulier sur certains d'entre eux, cela nécessite quand même une grande gestion, une certaine expérience, un certain apprentissage du métier pour avoir les bons réflexes, les bonnes techniques, etc. Donc évidemment, si vous voulez un truc spécifique, une cuisine, un repas spécifique, si vous n'avez personne de votre entourage qui maîtrise exactement ce que vous souhaitez, c'est mieux de faire appel à un professionnel. C'est pareil pour tout ce qui va être photographie, DJ, c'est quand même mieux d'avoir de l'expérience, puisque un photographe aura des réflexes, aura des idées que peut-être un photographe amateur n'aura pas, et potentiellement cela peut vous assurer d'avoir de plus belles photos. Même si évidemment vous pouvez aussi avoir de belles photos si vous choisissez quelqu'un de votre famille qui se débrouille bien, qui fait un peu de la photographie en amateur, c'est possible aussi. Mais là encore une fois, c'est à vous de prendre cette décision en fonction des avantages, des inconvénients, et décider de ce qui est le mieux pour vous. Je ne cherche en aucun cas à vous influencer. Mon rôle est juste de vous donner quelques pistes de réflexion pour qu'ensuite vous puissiez vous poser, rechercher vous-même et prendre la décision qui sera la plus adaptée à votre situation. En ce qui concerne toute la partie wedding planner, on va dire entre guillemets, c'est un peu plus compliqué puisque il y a certains éléments, certaines parties du travail que vos invités, vos témoins, etc. peuvent prendre en charge, et d'autres parties où c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire notamment tout ce qui va être le jour J, ils peuvent vous aider à le gérer en partie, donc peut-être à accueillir vos invités, à les guider en fonction du planning du jour, les orienter si besoin, répondre à leurs questions si vous les briefez bien là-dessus. Si vous avez prévu quelques plans B, si vous avez anticipé certains imprévus, ils peuvent vous aider à mettre en place des solutions de rechange, mais il est possible qu'il y ait certaines situations qu'ils ne soient pas capables de prendre en charge. Donc si par exemple vous avez des imprévus que vous n'avez pas anticipés, ou des erreurs, des choses qui vous arrivent, qui soient vraiment énormes et qui pourraient peut-être mettre un peu de l'ombre sur la journée parfaite de mariage que vous avez imaginée, ils ne seront peut-être pas capables de faire face à tout. Donc c'est aussi un élément que vous devez prendre en considération. Donc soit vous essayez d'anticiper au maximum
maximum sur tout ce qui pourrait vous arriver ou non pour votre mariage, sachant qu'il y a quand même une partie d'inconnu que peut-être vous ne pourrez pas prévoir avant le jour J, ou alors vous choisissez au moins de faire appel à une wedding planner professionnelle pour le jour J, pour vous aider à coordonner tout ça, gérer les imprévus, vos invités, etc., pour que vous et vos invités puissiez vous détendre et profiter un peu de la fête, ce qui est quand même le but principal d'un mariage, outre que le fait de se marier bien évidemment. Et évidemment, vous pouvez mettre à contribution vos proches pour vous aider à trouver des prestataires de mariage, des idées d'animation, vous aider à vous décider sur les fleurs, etc., etc. Mais encore une fois, c'est votre avis, c'est votre opinion qui doit primer sur celle des autres. Si vous souhaitez faire comme ça et pas différemment, faites toujours comme vous le sentez et pas différemment. Donc évidemment, s'il y a un prestataire qui vous dit que peut-être ce n'est pas une bonne idée de faire comme ça et qu'il faudrait peut-être envisager une autre approche, évidemment je vous conseille de l'écouter parce que évidemment c'est un prestataire et il saura mieux vous conseiller et mieux vous dire, vous aiguiller dans la bonne direction en fonction de ce que vous voulez et ce qui pour lui est ce qui peut-être est la bonne démarche à suivre ou non. Mais là encore une fois, ça ne vous engage à rien. Mais dans tous les cas, gardez en tête que, à moins d'avoir des journées à rallonge, d'avoir une vie assez tranquille, vous ne pourrez pas organiser tout votre mariage toute seule parce que cela requiert énormément de temps, d'énergie, peut-être que vous n'aurez pas puisque vous avez une vie à côté de votre mariage, un travail, peut-être des enfants, d'autres imprévus du quotidien qui viendront se glisser pour vous embêter un peu pendant cette année de préparatifs, sachant que l'organisation d'un mariage requiert en moyenne 250 heures. Donc c'est peut-être que ça va vous demander moins d'heures, mais possible que ça va aussi vous demander plus de travail en fonction de ce que vous souhaitez le jour J. Donc si je vais vous donner un conseil pour cet épisode pour vous aider à mieux anticiper, à mieux prévoir vos préparatifs de mariage, c'est vraiment de vous entourer d'une équipe solide, que ce soit des personnes de votre famille, de vos amis ou même de prestataires, une équipe qui soit soudée, qui ait envie de vous aider à faire en sorte que votre mariage de rêve devienne réalité, dans le but de vous éviter une surcharge mentale, physique, un possible burn-out si ça vient se rajouter à d'autres problèmes plus importants, et vous permettre tout simplement de mieux profiter de vos préparatifs en sachant que vous avez une équipe sur laquelle vous pouvez vous reposer, qui peut vous assister, vous aider et vous soutenir en toutes circonstances. Maintenant, si je devais résumer l'épisode en fonction des catégories que je vous ai présentées, qui pour moi doivent faire quoi dans l'organisation d'un mariage, je dirais que toutes les grandes décisions, donc que ce soit la date, le thème, le budget, le choix des prestataires, le choix du menu, bref, le choix de tous les éléments de votre jour J, c'est tout de même mieux de le faire à deux pour que vraiment votre mariage reflète vos deux mondes, vos deux personnalités et qu'il vous représente vraiment. Déjà pour que vous soyez d'autant plus impliqués l'un comme l'autre dans vos préparatifs et faire en sorte que tout soit parfait. Faites séparément les choses qui vous concernent, donc les tenues, les alliances, les fleurs attribuées à chaque personne, si vous souhaitez des éléments, des prestataires particuliers à votre mariage et aussi si vous souhaitez réserver une surprise à votre conjoint, c'est mieux de le faire encore une fois de chacun de son côté comme je vous le disais tout à l'heure. Et vraiment n'hésitez pas à vous appuyer sur une équipe, que ce soit de personnes de votre entourage ou même de prestataires sur qui vous pourrez vous reposer, sur lesquels vous pourrez déléguer certaines tâches, qui pourront vous assister sur des éléments, des choses sur lesquelles vous avez du mal pour éviter de vous tracasser, pour vous enlever une surcharge mentale qui sera bienvenue je pense et vous aider vous et votre conjoint à mieux mener de front l'organisation de votre mariage et votre vie personnelle. Et bien voilà, je crois qu'on est tout bon. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire concernant ce sujet, concernant la répartition des tâches lors de l'organisation de votre mariage, donc qui doit faire quoi à chaque stade, à chaque moment de l'organisation. N'hésitez donc surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que ces conseils sont utiles ou si au contraire ils ne sont pas utiles, ne vous ont pas été du tout. Dans les deux cas, ça m'aidera grandement à m'améliorer et à toujours vous proposer plus de contenu de qualité. Et encore une fois, je vous le répète, si vous avez vu des choses, si vous pensez à des choses que je n'ai pas abordées dans l'épisode et qui seraient peut-être important d'aborder concernant la répartition des tâches pendant les préparatifs, n'hésitez pas soit à me laisser un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet, ou alors vous pouvez m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir pour vous aider au mieux. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté les 3 premiers épisodes d'introduction de mon podcast Mariage engagé. Voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois mais je le répète, ça me fait vraiment plaisir d'être enfin lancée dans cette belle aventure qui est le podcasting. Après tous ces retours, tous ces podcasts que j'ai moi-même écoutés, ça me fait un peu plaisir d'avoir mon propre podcast à moi et j'ai hâte de le voir grandir, s'améliorer au quotidien grâce à votre soutien et vos conseils qui me seront d'une très grande utilité. Et je vous encourage fortement à noter ce qui va devenir notre rendez-vous du jeudi toutes
toutes les 2 semaines à 9h pétantes, c'est-à-dire la sortie d'un nouvel épisode du podcast Mariage engagé, le podcast qui va vous aider à organiser pas à pas votre mariage éco-responsable. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!